décidé de judiciariser le dossier, la diplomatie n'a pas pour autant dit son dernier mot. Cette semaine, le président sénégalais Macky Sall s'est rendu dans la capitale malienne et a donné de la voix en faveur d'un règlement diplomatique et rapide de cette crise. Dans la première partie de cette émission, nos invités dévoileront leur grille de lecture et analyseront cette crise ivoiro-malienne. Dans la deuxième partie, nous évoquerons la naissance du Benjamin des partis politiques de gauche, le mouvement des générations capables, le MGC, avec à sa tête l'ex-première dame Simone Gbagbo. Les premiers pas de ce mouvement politique, scrutés par nos consultants, seront évidemment analysés et décryptés. Avec moi en plateau ce soir, Landry Couillot, juriste que vous connaissez, professeur Simplice Dian, enseignant de philosophie politique, écrivain, auteur notamment de Chemin vers la paix, Dr Sylvain Nguessan, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, Maître Issouf Meïté, avocat au barreau de Paris, Ambroise Thietier, journaliste, éditorialiste, et enfin Guillaume Bateau, directeur des rédactions de Notre Voix. Bonsoir à vous, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors que Bamako joue désormais la carte judiciaire dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens, les initiatives pour un règlement à l'africaine se multiplient. Dernière en date, je vous le disais, la mission de bons offices du président sénégalais Macky Sall. Reçu en audience par les autorités de la transition malienne, le président en exercice de l'Union africaine a mis sur la table la résolution diplomatique du contentieux avec le voisin ivoirien. Même plaidoyer des artistes aussi bien du côté malien qu'ivoirien. Ces hommes de culture préoccupés par la tournure que prend le dossier avec l'annulation de concerts d'artistes maliens à Abidjan donnent eux aussi de la voix, appelant également à une gestion diplomatique du dossier. Des appels qui se multiplient sans aboutir au résultat attendu. La libération des militaires ivoiriens, désormais écroués. Alors question, messieurs, à quand le dénouement? On vous posera la question, mais avant, je vous propose ce sujet de Thiemé Dandje. Les 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako ont été inculpés et écroués. Accusés de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, ils ont été placés sous mandat de dépôt depuis une semaine. Abidjan assure pourtant que les mises en cause étaient en mission pour l'ONU, dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, et exige leur libération. La négociation semble pour l'instant la voie privilégiée pour obtenir la libération de ces 49 soldats arrêtés le 10 juillet, à leur arrivée à l'aéroport de Bamako. La diplomatie togolaise, qui joue le rôle de médiateur entre la Côte d'Ivoire et le Mali, n'a toujours pas réussi à trouver une solution à cette crise. Selon une source proche des discussions, celles-ci ont buté sur certains points. D'où le retour judiciaire en force dans le dossier. Pour prêter main forte à Lomé, le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu lundi dernier à Bamako, où il a été reçu par le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta. Je suis venu saluer le président Goïta, saluer les autorités et lui apporter donc ce soutien et en même temps lui demander, comme j'ai eu à le faire en entretien, des facilités par rapport à ce contentieux avec les militaires ivoiriens dans le cadre d'une solidarité africaine, de trouver des solutions africaines. Bien sûr, j'ai bien noté la disponibilité qu'il m'a dit, sa disponibilité à dialoguer. Du côté d'Abidjan, la rue commence à gronder. Des voix se font entendre pour réclamer la libération de ces soldats. Nous demandons à l'opinion nationale et internationale d'intervenir afin que cette histoire soit réglée de façon diplomatique. Mais l'organisation de ce matin, c'est pour demander à la junte militaire que la jeunesse ivoirienne, la population ivoirienne a décidé de prendre sa responsabilité et que c'est ensemble, en tant qu'Ivoiriens, nous devons accompagner le président Alassane Ouattara pour le règlement pacifique de cette question. Le monde de la culture commence à être affecté par cette situation. Des acteurs donnent de la voix pour un règlement rapide et pacifique de la crise. J'appelle à une solidarité entre les acteurs culturels, à une solidarité surtout. On peut même se retrouver sur des plateformes, peut-être pour les artistes chanteurs. Pourquoi ne pas peut-être entrer en studio et sortir quelque chose? Et les promoteurs d'événements, pourquoi ne pas réfléchir dès maintenant à créer des plateformes là où des artistes maliens, des promoteurs maliens vont se retrouver pour échanger afin de laisser un message d'ensemble et ensemble. Dans une telle situation, il faut éviter d'attiser
les tensions. Et je pense que les artistes qui sont suivis par beaucoup de personnes, les artistes ivoiriens et maliens, gagneraient à emboucher cette trompette de la paix là. Pourquoi pas aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, avoir un single en featuring de Bordeaux Likoufa Sidiki Diabaté qui appelle à la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de faire des démarches. D'ici que la semaine va finir, Inch'Allah, les artistes maliens, ivoiro-maliens et d'autres artistes vont faire vraiment un cri de cœur ensemble pour s'exprimer par rapport à la situation. Et les maestros, ils vont parler. Il y a des projets en route. J'ai une très grande histoire avec la Côte d'Ivoire. Mon père et ma maman, paix à leur âme, se sont mariés à Bouaké. Ma grand-mère maternelle était mariée au chef de griot de Bouaké, Feu Almami Sissoko. Tous les premiers enfants de la famille Diabaté sont nés en Côte d'Ivoire. C'est une histoire. C'est très important qu'on se comprenne, que les réseaux sociaux fassent très attention, qu'on laisse les dirigeants aller à la table de négociation pour qu'ensemble, qu'il y ait une porte de sortie rapidement à ce malentendu. Cette affaire illustre les tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire, accusés par Bamako d'avoir incité ses partenaires ouest-africains à durcir les sanctions contre les militaires maliens, auteurs de 2 coups d'État depuis 2020. Sanctions finalement levées début juillet. Monsieur, cela fait précisément 42 jours que les militaires, les 49 soldats ivoiriens sont détenus à Bamako. Le dossier est en train de se judiciariser, vous le voyez. Est-ce qu'on s'attendait à cette évolution de cette affaire depuis le début, docteur Sylvain Nguessan? Merci. Depuis le début de cette affaire, il y avait 2 principaux axes. Soit la diplomatie l'emportait, et le dossier était vite étouffé, nos soldats regagnaient Abidjan au moins, ou alors la judiciarisation. Et le tribunal de Bamako prend le temps de sortir les preuves que le Mali détient contre nos soldats par rapport aux griffes, aux chefs d'accusation qui ont été mentionnés, dont atteinte à la sûreté de l'État. Je pense que nous aurons le cas de revenir dessus. Donc ça faisait partie des possibilités. À partir du moment où Bamako demandait presque l'impossible à Abidjan, l'extradition de certains de leurs cadres qui sont à Abidjan après le coup d'État, et aussi des excuses publiques pour des dysfonctionnements administratifs, ils savaient qu'Abidjan n'allait pas plier si facilement. Alors on s'attendait quand même à voir le dossier au niveau de la judiciarisation progresser. C'est une excellente chose que d'ailleurs l'aspect judiciaire puisse emporter. Vous pensez? On verra ce que Bamako reproche au juste à Abidjan. Parce que jusque-là, ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu ici et là pour ma part, ça ne mérite pas quand même tout ce tollé qui existe depuis pratiquement 6 à 7 semaines maintenant. Donc on verra. Certainement qu'il y a encore des éléments de preuve que jusque-là, ils ont refusé de faire connaître au grand public. Et donc, devant le tribunal en plein procès, ils sortiront ces éléments de preuve et la vérité va éclater. Ou alors, il n'y a vraiment rien. C'était juste du bruit. Et faisons confiance à la séparation des pouvoirs au Mali. Et la justice malienne va prendre une décision contraire à l'orientation que les politiques ou alors que les dirigeants du Mali ont voulu donner. Et de toutes les façons, chacun de nous sera situé sur les accusations contre Abidjan. Mais c'est une excellente chose. On verra les preuves réelles du Mali contre la Côte d'Ivoire. Guillaume Bateau, vous approuvez que le dossier soit judiciarisé désormais? Je n'approuve rien. Je me suis même écœuré. Je pense qu'il faut que les autorités maliennes, puisque on me défend de les appeler avec leur vrai nom, c'est-à-dire... j'ai beaucoup d'amis qui n'aiment pas que je l'appelle des pushistes, alors que ce sont des pushistes. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Depuis le début, Bamako a voulu mettre en avant le pseudo-argument que nos militaires étaient des mercenaires. Cela fait belle lurette que cette piste a été abandonnée. D'ailleurs, vous verrez dans les chefs d'accusation pour lesquels ils ont été inculpés, on ne parle plus de mercenariat, on parle d'autre chose. Je pense que le colonel Assimi Goïta n'a pas intérêt à tirer trop sur la corde. Je crois que la communauté africaine, notamment à travers le président Macky Sall, beaucoup de personnes essaient de lui parler pour le raisonner, pour que cette crise ne prenne pas d'autres proportions. Bon, je comprends, il est dans une situation où, sans légitimité, il s'accroche à tout. C'est comme quelqu'un qui se noie, qui s'accroche même à la plus petite brindille. Mais je crois qu'il gagnerait ses amis et lui à ramener cette crise à sa juste proportion, à libérer nos soldats pour qu'ils rentrent. Parce qu'il sait qu'en plus, en dehors de ces soldats, nous avons d'autres soldats qui sont au Mali, dans le cadre de la MINUSMA. Ils ont même perdu des soldats sur le sol malien qui sont allés pour la paix au Mali.
Et vous avez vu les témoignages que vous avez diffusés. Les liens séculaires entre le Mali et la Côte d'Ivoire sont trop importants, sont trop énormes pour que, pour quelques petits problèmes d'ego, on puisse tenir ces familles en haleine. Et judiciariser, est-ce peut-être une porte de sortie qu'ils cherchent? Ils n'ont pas besoin de tout ça. Il faut qu'ils écoutent les conseils du président Macky Sall, de tous ceux qui lui parlent, de tous ses compatriotes qui lui parlent pour dire l'ennemi du Mali, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas l'ennemi du Mali. Et le Mali n'est pas notre ennemi. L'ennemi du Mali, ce sont les groupes terroristes qui ont déstabilisé ce pays frère. Et il faut que vraiment la junte militaire se résolve à régler ce problème rapidement parce que, vous voyez, on ne le souhaite pas. Mais à force de tirer sur la corde, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Les tensions peuvent monter, ce n'est pas souhaitable. Il faut vraiment que la junte malienne se ressaisisse, libère nos soldats, qu'ils rentrent à la maison. Et s'ils ne veulent vraiment plus de militaires ivoiriens là-bas, qu'ils ramènent aussi tous les autres soldats qui sont là-bas dans le cas d'AMINUSMA. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on met 49 en prison et on garde les autres qui parfois perdent la vie pour la sécurité du Mali. La junte malienne joue à un jeu très dangereux. Il serait temps qu'elle arrête dans l'intérêt bien compris des peuples maliens et ivoiriens. Alors, évoquant tout à l'heure les enjeux de la judiciarisation de ce dossier, Dr Sylvain Guessant semblait dire que justement la justice malienne pourrait enfin nous montrer ce qu'on reproche réellement aux soldats ivoiriens. Est-ce que vous partagez cet avis, Maître Meïté? Je partage en partie l'avis du Dr Sylvain. D'abord, concernant la situation, c'est quand même surprenant. Je rappelle ici que c'est le Mali qui a demandé la négociation en choisissant un négociateur, le président togolais. Donc, pendant que la négociation est en cours, même si ça ne semble pas avancer, contre toute attente, on apprend l'inculpation. J'avoue qu'il y a eu un véritable flou autour de la communication sur la médiation parce que il me semble que certaines autorités maliennes ont dit non, c'est le Togo qui s'est autosaisi et a proposé ses services pour la médiation. Bon, d'accord. Sinon, on a tous écouté le ministre des Affaires étrangères du Mali qui a parlé du président togolais. On a écouté aussi le ministre des Affaires togolais qui a confirmé. Donc, passons sur ça. La judiciarisation peut avoir un objectif bien précis. D'abord, avant même de parler de cet objectif-là, qu'est-ce qu'on reproche à nos soldats? Pourquoi l'inculpation? Que signifie l'inculpation? Parce que ça crée un peu de flou dans la tête des uns et des autres. L'inculpation, c'est le fait pour le juge d'instruction de signifier officiellement à un individu que cet individu a commis des actes, des délits ou des crimes officiellement. Une fois la personne est inculpée, l'inculpation n'est pas forcément synonyme de culpabilité. Puisqu'il n'y a pas encore de jugement, la personne bénéficie de la présomption d'innocence. Mais l'avantage avec l'inculpation, c'est là je rejoins M. Sylvain, c'est qu'automatiquement, l'inculpé a accès à son dossier pénal. Ce qui veut dire que les avocats de l'État de Côte d'Ivoire auront accès au dossier pénal, pourront prendre connaissance des éléments qui ont milité en faveur de cette inculpation, les éléments des droits et des faits. Mais j'ai pu comprendre et j'aurais appris, ça reste à confirmer, que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas souhaité pour le moment s'engager dans cette voie judiciaire-là. Donc jusqu'à présent, aucun avocat n'a été commis pour aller voir nos 49 soldats. Ce qui m'apparaît un peu regrettable, parce que c'était le moment ou jamais de déceler l'incongruité même de cette procédure malienne, parce qu'au plus profond de leur conscience, les autorités maliennes savent réellement que nos soldats ne sont pas des mercenaires. Nos soldats, en fait, c'est un jeu qui peut permettre à la jeune malienne de sortir par la grande porte à travers cette judiciarisation. Comment sortir par la grande porte? Aujourd'hui, il y a une impasse au niveau des négociations. Pour le moment, ça ne semble pas avancer. Donc, pour ne pas que la population malienne se dise que l'autorité malienne a reculé, alors que cette autorité a fait face à la France, au Danemark, à l'Allemagne. Donc, on balance la patate chaude au juge. Lorsque le juge va rendre une décision pour dire, bon, nous, on avait pensé que c'était des mercenaires. Bon, le Mali est un État indépendant, la justice est indépendante au Mali. Voici la décision qui a été prononcée. Là, on sauve la face. Pour la partie ivoirienne va estimer qu'on a toujours dit que nos soldats ne sont pas des mercenaires. Voilà. Voici une décision qui a été rendue, qui innocentifie nos soldats. Mais il faudrait que ce soit accéléré parce que la patience des Ivoiriens a commencé à avoir des limites.
Et je vous dis qu'arrivé un moment, l'État de Côte d'Ivoire n'aura pas d'autre choix que de taper du poing sur la table. Des mesures de rétention ou des mesures de représailles peuvent être prises. Il y a des jurisprudences en la matière. L'affaire Kamono, tout le monde se rappelle, Houphouët-Boigny, Sékou Touré. Donc, les autorités maliennes, j'ose espérer, en tout cas je caresse l'espoir qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, parce que cette affaire n'en est pas une. Elle est entretenue artificiellement par la junte au pouvoir. D'accord. Monsieur Kouakou, vous nous appelez des États-Unis. Bonsoir. Monsieur Kouakou, vous m'entendez? Oui, je vous entends un peu faiblement. Quel est votre point de vue, dites-nous? Au fait, moi, par rapport aux 49 soldats... On va y aller très rapidement, s'il vous plaît. C'est de la politique, au fait. Parce que les putschistes au Mali, ils ont perdu la face. Et à chaque fois, il faut s'attirer les faveurs du peuple. Et pour cela, il faut faire ce que le peuple demande. Ils appellent ça du panafricanisme. C'est juste du populisme, en fait. Et par rapport aux dernières négociations, il a été sorti que la junte demandait à ce que le président Alassane Ouattara favorise un peu un décaissement du côté de la BCEAO. Donc, pour s'attirer les faveurs du président de la République, ils vont séquestrer les 49 soldats ivoiriens pour ensuite les utiliser comme monnaie d'échange. Je crois que c'est regrettable, c'est malheureux. Et pour moi, c'est un kidnapping. Parce que dans le dictionnaire, lorsque vous regardez la définition, c'est le fait de séquestrer des personnes et ensuite les échanger contre une rançon. Et c'est ce que ces putschistes sont en train de faire. C'est regrettable. Et le Mali est un peu frais. Et voilà un peu. Très bien, on a bien entendu votre point de vue. Merci beaucoup, M. Kouakou. Je rappelle que vous nous appeliez depuis les États-Unis. Professeur Simplice Dion, on vous aime bien avec ces expressions imagées de l'Afrique, des peuples, voyez-vous. Et comment on en est arrivé là aujourd'hui, au point où, comme le disait Maître Améité, l'impatience de certains Ivoiriens commence à se révéler de plus en plus? Mais nous nous posons tous la question. Parce que nous sommes d'accord qu'au commencement de cette affaire ici, nous avions pensé que la diplomatie permettrait de régler cette affaire quelques jours après. Mais je note, il faut que je le dise, l'attitude du gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui n'entre pas dans la logique de l'escalade. C'est un bon point pour moi. Il me semble, quand on entend les analystes sur les plateaux de télévision au Mali, l'expression dans le communiqué du gouvernement ivoirien disant de les libérer sans délai, cette expression sans délai a été perçue comme... C'est la réaction normale de tout gouvernement, sans délai. C'est cela. Mais après cela, quand vous avez suivi la communication du gouvernement, il n'y a pas eu d'escalade. Il n'y a pas eu de mots au-dessus de ce qu'on attend. La deuxième chose, Goïta, il a son bain de lumière. C'est lui qui courait pour aller assister à des sommets de la CEDEAO. On en voulait pas. Aujourd'hui, tous les chefs d'État viennent au Mali. C'est toujours bon pour un leader populiste, souverainiste, qui a le sentiment qu'il devient le maître du jeu. Il a son bain de lumière, c'est bon. Mais il est dans une attitude qu'on appelle l'entêtement. Guillaume l'a dit tout à l'heure. Quand tous les chefs d'État d'Afrique pratiquement vous parlent, vous demandent de mettre bas la terre, vous demandent de respecter la diplomatie traditionnelle africaine, et que vous n'écoutez pas et que vous n'entendez pas, nous, ça nous pose un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas encore dit, ou alors c'est nous qui ne le savons pas, ce que vous voulez vraiment. Exactement. Qu'est-ce que Goïta veut pour utiliser ses militaires comme monnaie d'échange? Il dit à la Côte d'Ivoire, je vous remets vos soldats si et seulement si. Mais la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il ne peut pas demander à un gouvernement ce qu'un gouvernement comme celui de la Côte d'Ivoire ne peut pas donner. Parce que si on les suit, mais on se rend compte qu'il est piégé, mais il n'est pas seulement que piégé. J'ai le sentiment qu'il y a d'autres intérêts qui tournent autour de tout cela. Mais c'est avec le temps que ça va se faire. Et je terminerai sur ce point. On a parlé des liens séculaires avec les Maliens. Je voudrais que Goïta comprenne bien, pour nous autres qui ne sommes pas forcément souverainistes. C'est vrai que nous sommes hantés par Lumumba, par Sankara, parce que ce sont les grands révolutionnaires africains, mais le monde, là, a changé. Il est devenu plus complexe et il faut une intelligence stratégique
plus complexe pour comprendre comment ce monde évolue. Et je lui demanderai, en tant que bon Africain, de ne pas déplacer les bornes que nos parents ont posées. Ambroise, réaction? Oui, par rapport à la judiciarisation du dossier, je pense pour ma part que c'est une voie de refuge pour Goïta, parce qu'il a mis la barre tellement haut qu'il ne peut pas ne pas chercher à sortir de cette situation la tête haute, comme l'a rappelé le docteur Nguessan. C'est une bonne chose pour lui qu'on judiciarise le dossier, parce que ça va lui permettre de sortir la tête haute de cette affaire, parce que là, il est coincé. Il est coincé parce qu'il ne peut pas libérer les 49 comme ça, alors qu'il est allé trop loin. C'est comme une bouée de sauvetage pour lui. C'est comme une bouée de sauvetage. Et la judiciarisation, elle apparaît désormais comme une bouée de sauvetage, parce qu'il est coincé. Et comme l'a relevé le professeur, on a le sentiment qu'il est au centre d'un jeu qui le dépasse lui-même. Hein? Et c'est comme un combat par procuration qu'il est en train de mener. Hein? Il ne maîtrise pas tous les contours lui-même désormais, parce qu'il part de mercenaires à aujourd'hui des militaires sans ordre de mission. Et du coup, on passe à une inculpation. On ne comprend plus, parce qu'on l'a relevé aussi. C'est eux qui ont demandé que la diplomatie togolaise intervienne dans le dossier. Et du coup, ils bloquent tout là-bas et ils passent à la phase judiciaire. Il y a comme un hiatus. On sent que lui-même ne maîtrise plus le dossier. Il ne maîtrise plus le dossier, c'est compliqué pour lui. Donc, la voie judiciaire peut apparaître comme une voie refuge, une voie pour qu'il se sorte de ces bourbiers qu'il a lui-même mis en place. Donc, c'est quand même dommage qu'on en soit arrivé là. Et c'est une escalade, on peut le dire. La voie judiciaire, c'est une escalade. Parce Absolument. Que, voilà, on s'attendait à ce que les militaires ivoiriens rentrent et tout à coup, on entend qu'ils ont été inculpés. On tombe tous des nues. Absolument. Landry? Voilà. Merci Ali, merci, j'ai écouté les uns. Je vous vois arborer un sourire. Vous avez une bombe pour nous Pas une ou un bombe. scoop? Pas une bombe, mais pour moi, c'est logique. C'est d'une logique implacable. On a l'impression qu'ils sont beaux, ils ne s'embourbent pas. Il a saisi une opportunité et des hypothèses ont été créées. Il était certain que la Côte d'Ivoire répondrait par la négative face à ses exigences. Lorsqu'il s'empresse de judiciariser le dossier, il se donne les moyens de sortir de la posture du hors-cadre légal qui lui était reproché, à l'effet désormais qu'il ne lui soit plus reproché d'être un État ou un gouvernant voyou. Désormais, ces personnes qui étaient détenues, on aurait pu le dire de manière arbitraire, sont détenues de manière tout à fait légale. Ils sont inculpés. Mais ils sont inculpés à quel titre? Le chef d'accusation est lourd. Il s'agit d'actes constitutifs d'infractions qualifiées de crimes. Ce qui suggère qu'au sorti du procès, j'aimerais bien avoir non pas une hypothèse optimiste mais réaliste, qu'au sorti du procès, il soit condamné, mais condamné très sévèrement. Or, vous savez, lorsqu'on part en négociation, on s'assure d'avoir un moyen de pression, de contrainte plus élevé que celui qui est en face de moi. Lorsqu'ils sont condamnés, et que même la négociation ou la diplomatie leur aurait triomphé, il va falloir un acte solennel. Un acte solennel qui rend à Goïta les honneurs, la légitimité, la grandeur qu'il souhaite autant. Il va falloir donc qu'il puisse signer par décret une grâce présidentielle. Une grâce présidentielle, ce n'est pas rien du tout, surtout pour la posture qu'ont les autorités maliennes, souverainistes, grandeur, on voudra affirmer qu'on est. Et Goïta est toujours en quête de légitimité. Il va bien falloir que lorsqu'on arrive à ce point culminant-là, où nos soldats sont condamnés, il y ait donc un nouvel interlocuteur, c'est-à-dire les interlocuteurs de négociation, les intermédiaires n'auront plus de force de pouvoir aller. Il va falloir qu'il y ait un tête-à-tête entre qui et qui, entre Goïta et Alassane Ouattara. En terre neutre, certainement, mais il oblige là, ça c'est un jeu d'échecs, Ouattara à le traiter comme étant son égal. Politiquement parlant, c'est important. Deuxième chose, en tant que gouvernement souverainiste et qualifié de populiste, il a besoin d'utiliser ce procès-là comme étant une tribune mondiale où la France-Afrique sera jugée. Pourquoi? Il reproche à la France de déstabiliser. Qui est le principal allié de la France en Afrique de l'Ouest? C'est la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, dans le mois de juillet, nos relations militaires avec la France se sont renforcées. La théorie criminelle est claire. Ils veulent me déstabiliser, ils ont un allié qui est ici, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, voici,
je dénonce la France-Afrique dans sa version la plus monstrueuse, à l'effet de pouvoir s'attirer, bien sûr, les égards, les applaudissements de ces populations, mais aussi de toutes les personnes qui sont contre ce système-là et qui reprocheraient aux uns aux autres de pouvoir y participer. Donc, d'un point de vue politique, il veut bien sûr tirer le meilleur profit possible, la meilleure partie possible. Et donc, du coup, c'est peaufiner ses pensées. Mais comme le disait le professeur Dion, n'oubliez pas, il y a des acteurs apparents et puis il y a des acteurs non apparents. Vous avez une idée des acteurs non apparents? Les acteurs non apparents sont tout aussi efficaces et tout aussi pertinents. Pourquoi? Parce qu'on risque quoi? On risque, première hypothèse, d'avoir un conflit, parce qu'on est d'avoir une tension, une crise et un conflit transfrontalier. Je ne pense pas un seul instant qu'il y arrive, mais attention, lorsqu'il y a ces escalades-là, autant il y a une partie de la population qui va avoir l'humeur exacerbée contre le Mali, mais il peut avoir aussi une autre partie de la population qui va regarder son gouvernement de biais et dire qu'il est inefficace. Il faut savoir qu'il y a des effets pervers. L'inquiétude de savoir les siens être tenus dans de telles situations et le sentiment que son gouvernement soit n'est pas capable de pouvoir les libérer peut créer des effets pervers et donc des risques sécuritaires internes. Donc rendez-vous compte qu'il y a des calculs qui se font qui vont au-delà de ce qui est apparent et il faut vraiment être vigilant. Il peut avoir un effet domino à plusieurs... Guillaume? Oui, moi je comprends bien, les juristes, ils ont beaucoup d'hypothèses. Mais je ne crois pas que M. Goïta ait suffisamment de contenu pour réfléchir. Je crois qu'on l'a dit depuis le début. M. Goïta, il court après une légitimité qu'il ne peut pas avoir parce que son manque de légitimité est consubstantiel à son coup d'État. Parce que c'est ça le problème des Africains. Vous faites un coup d'État et vous cherchez après une légitimité que vous ne pouvez pas avoir. Il ne l'aura jamais, même si le président Ouattara l'invite dans sa chambre. Ça ne fera pas de lui un leader élu. C'est clair. Je crois que les militaires, moi, ici sur ce plateau, dès le début, et depuis tous ces coups d'État qu'il avait, j'ai été clair. Les militaires n'ont jamais été des solutions. Et on voit bien que M. Goïta, qui a des problèmes intérieurs plus importants, utilise justement tout ce qu'en André a développé, toutes ces stratégies pour se retrouver avec un tête-à-tête avec le président Ouattara. Mais quand il va finir tout ça, ça ne fait pas de lui un leader légitime. Parce que le président Ouattara le ferait certainement pour libérer ses soldats, il le ferait pour éviter un conflit avec le Mali, dont on n'en a pas du tout besoin, mais ça ne fera pas de M. Goïta un leader légitime. Je l'ai dit ici depuis le début. Ce que M. Goïta et ses amis veulent, c'est troquer le treillis pour pouvoir se présenter à la prochaine présidentielle au Mali. Et ils savent que, et la CEDEAO leur a déjà dit, que ça ne passera pas. Et c'est sur ça qu'ils essaient d'attendrir. Mais en quoi est-ce que le fait d'inculper des militaires ivoiriens pourrait leur accorder l'opportunité de se présenter à la future présidentielle? Ils le disent depuis le début. Ils estiment que le président Ouattara et la Côte d'Ivoire sont la main de fer dans le gant de velours qui leur met la pression au niveau de la CEDEAO. Ils tiennent la Côte d'Ivoire et le président Ouattara pour responsables de tout leur malheur. Alors que c'est eux qui ont créé le problème en faisant le coup d'État. Vous voyez comment les gens ils sont un peu compliqués. Donc, aujourd'hui, ils veulent se maintenir à la tête du Mali par des subterfuges. Ils ont le sentiment qu'il y a un pays, la Côte d'Ivoire, qui est une puissance sous-régionale, avec notamment le Nigeria et les autres, qui ne veulent pas. Donc, ils veulent tordre le bras au président Ouattara, mais j'estime que c'est jouer aux apprentis sorciers. C'est jouer aux apprentis sorciers. Et je pense que ce n'est pas une attitude responsable. Très bien. M. Goïta peut négocier son maintien, il doit négocier avec le peuple malien, et non en prenant nos soldats en otage. Ambroise? Je crois qu'il a choisi le mauvais pays, la Côte d'Ivoire, parce qu'on a une forte communauté malienne en Côte d'Ivoire. C'est un jeu dangereux qu'il joue, parce que si ça perdure, si il y a un pourrissement, et les Maliens qui sont ici peuvent en avoir marre, même ceux qui sont là-bas aussi, parce qu'on sait qu'il y a les échanges. Hein, on sait que la communauté malienne, la diaspora malienne, elle transfère beaucoup d'argent. De l'autre côté, quand la crise va perdurer, que les relations vont se disloquer entre les deux pays, mais Goïta ne va en tirer aucun bénéfice. Il ne va en tirer aucun bénéfice.
Au contraire, il va se mettre à dos une partie de la communauté malienne. Hein, donc, je crois qu'il joue un jeu dangereux. Il gagnerait, comme les uns et les autres le lui demandent, de mettre balle à terre, de voir qu'il allait déjà trop loin. Hein, parce que la judiciarisation, c'est une escalade, comme je l'ai dit tantôt. Il faut qu'il puisse savoir jusqu'où n'est pas allé trop loin. Hein, il puisse savoir jusqu'où n'est pas allé trop loin. Et puis mettre la pédale douce pour voir comment libérer les 49 Ivoiriens. Parce que là, ils sont retenus pour rien. Hein. Pour rien, parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on est allé déstabiliser le Mali, mais quel intérêt la Côte d'Ivoire a à déstabiliser le Mali? C'est une question centrale. Absolument, c'est la question centrale. Qu'est-ce qu'on gagne à les déstabiliser? Voilà, il faut qu'il y ait un mobile. Très bien. Il n'y en a pas. Maître Maïté? En fait, je reviens encore sur la judiciarisation de cette affaire, et en rebondissant à ce que Landry Kyo a dit, la judiciarisation de ce dossier est déjà actée. C'est un fait. Il ne faudrait pas qu'on essaye de tourner en rond. Tout le monde l'a dit ici, M. Goïta, il est dans l'entêtement. Donc, j'appelle aux autorités ivoiriennes de s'intéresser à ce dossier-là. Et je rappelle que, jusqu'à présent, aucun avocat n'a été commis dans ce dossier. Donc, il faille que les autorités ivoiriennes s'intéressent sérieusement à ce dossier. Il faudrait que nous avons des excellents juristes ici, des excellents avocats. Et il y a Maître Mété, pour ne pas citer de nom, qui soigne habituellement les intérêts de l'État de Côte d'Ivoire. Et il y a d'autres avocats, on a vu à la CPI d'excellents avocats. Il faudrait que cela soit commis pour aller voir, consulter le dossier. Parce qu'à partir du moment où il y a eu l'inculpation, nous avons accès au dossier. On peut apporter sur ce point-là quand même des éclairages sur le fait que ce dossier est totalement vide. Et le procès qui aura lieu sera public. À partir du moment où, parce que les chefs d'accusation, si vous me permettez, je les rappelle. Hein, rapidement, allez-y. Voilà. D'abord, association de malfaiteurs en bande organisée, complot contre la sécurité de l'État, transport illégal d'armes et de complicité de crimes. Ce sont des chefs d'accusation qui sont assez lourds. Mais pour que nos soldats soient condamnés, puisque le procès sera public, à moins que ce soit une grande mascarade, et finalement, je pense qu'il sera acquitté. Mais il faudrait qu'à partir du moment où il y a la judiciarisation, qu'on prenne ce dossier-là en main, voilà, pour travailler dessus. Et ce serait bien si pendant ce temps, évidemment, la diplomatie arrive à trouver une solution à cette crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Monsieur Clao, vous nous appelez de Bouaké, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, comment vous allez? Nous allons bien, merci. Quel est votre point de vue? Alors, mon point de vue est que je rejoins les propos de monsieur Kuyo tout à l'heure. Dites-nous. On a bientôt fait sur le plateau de traiter la junte malienne d'immature et de va en guerre. Bien au contraire, je pense qu'ils sont inscrits dans un jeu de stratégie. Et ce jeu de stratégie-là, c'est de montrer en réalité qu'ils sont en combat contre une certaine idée que certaines populations de la sous-région se font des réalités sociopolitiques. Ils ont tendance à prendre la Côte d'Ivoire comme étant le fer de lance de la France-Afrique. Et comme l'a dit le professeur Dion tout à l'heure sur le plateau, c'est qu'il y a des acteurs qui sont cachés. Et les acteurs qui sont cachés, ils ont tendance à croire que la Côte d'Ivoire est le fer de lance de la France-Afrique et cette Côte d'Ivoire, il faut se battre contre elle. Monsieur Mbato, le journaliste Mbato tout à l'heure a dit Guillaume Bato. Guillaume Bato a dit tout à l'heure que M. Assimi Goïta n'a pas assez de contenu intellectuel pour réfléchir comme M. Kuyo l'a dit. Non, c'est faux. Aucun chef d'État ne peut... On ne peut pas taxer un chef d'État de ne pas avoir de contenu intellectuel, de réfléchir comme M. Kuyo l'a dit. Parce que somme toute, il y a beaucoup de conseillers aussi autour des chefs d'État. On a vu Idi Amin Dada en Afrique. D'accord. Non, terminez, M. Clao. Terminez. Voilà. Alors, il dit qu'il n'a pas de légitimité. La légitimité, elle vient du peuple. Peut-on dire aujourd'hui que M. Assimi Goïta n'a pas la légitimité, l'onction populaire? Je ne crois pas. En somme, confondre légitimité et légalité. Il n'a peut-être pas la légalité constitutionnelle, mais il y a une certaine légitimité qui l'accompagne. Je pense qu'il faut qu'on arrête de tirer à boulet rouge et à avoir en Assimi Goïta un va en guerre, une personne irréfléchie. Je pense que notre discours, et ça en cela j'apprécie beaucoup la posture de la Côte d'Ivoire officielle, qui a tendance à aller bas la terre, notre discours à nous-mêmes doit être un discours qui soit un discours apaisant. Et M. Kuyo l'a dit tout à l'heure, M. Assimi Goïta s'inscrit dans une logique de positionnement dans l'Afrique de l'Ouest.
Et il est en train d'essayer de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour déranger la nomenclature politique, la diplomatie politique traditionnelle telle qu'on la connaît. Alors, notre point de vue, enfin mon point de vue, c'est que il faut la posture actuelle de la Côte d'Ivoire, c'est une posture d'apaisement, certes, mais il aurait fallu qu'on dépêche un avocat dès maintenant, puisque la crise a été judiciarisée. Il faut dépêcher un avocat sur les lieux pour décortiquer le dossier, Très bien. pour ouvrir le dossier, c'est pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et savoir au fait quelles sont les faiblesses et les forces de ce dossier-là, afin que nous puissions contre-attaquer. D'accord, on a bien compris votre point de vue, M. Klaus. Je suis bien obligé de vous interrompre. Vous êtes intervenu assez longuement. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je rappelle que vous nous appelez depuis Bouaké. Merci beaucoup. Docteur Sylvain Nguessan. Oui, bien sûr, ceux qui ont fait le dernier coup d'État au Mali sortent de l'école des guerres, des forces spéciales, donc naturellement, quand on a fait de l'école des guerres, on a un certain niveau stratégique d'analyse. Donc, bon, pour ce qui est de la planification, ils ont quand même quelques outils à leur disposition. On ne dira pas qu'ils n'ont pas de contenu, bon. Mais il ne faut pas aussi surestimer cela. M. Goïta a fait le coup d'État, dit-on, pour apporter la stabilité, la sécurité territoriale du Mali sur les 1 243 000 km². C'était ça l'enjeu de son mandat, en attendant d'organiser les élections, partie de l'argument qu'on ne peut organiser les élections qu'à une partie du territoire occupé, ce qui est reconnu pratiquement par toutes les constitutions. C'est vrai. Aujourd'hui, toute la stratégie que moi j'aurais souhaité, connaissez un peu l'école de guerre, tout ce qui est appris là-bas, ça devrait être mis à la disposition de l'État du Mali de sorte à repousser les terroristes. Alors malheureusement, quand sur les 267 km², à peine Yopougon et Abobo, qui étaient en sécurité au Mali, connaissent aujourd'hui des attaques, le centre névralgique du pouvoir, le centre de gravité du pouvoir du Mali, et le camp militaire de Kati est attaqué, la base militaire de l'armée de l'air est attaquée, c'est détourner simplement les regards sur l'objectif premier qui était d'assurer la sécurité territoriale pour trouver un ennemi, la Côte d'Ivoire, qui m'empêche de travailler. Si on n'est pas arrivé là, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Si on n'a pas pu repousser les terroristes, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Si vos conditions de vie, votre qualité de vie ne s'améliore pas, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Si on n'a pas pu construire telle infrastructure, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Si 70% des enfants du Mali ne vont pas à l'école, c'est du fait de la Côte d'Ivoire. Voilà où on s'en va, c'est dans cette orientation-là, quand certains appellent populiste, démagogique, on s'en va. Sinon, on aurait souhaité quand même de voir M. Goïta, qui a fait l'école de guerre, utiliser les stratégies apprises à l'école de guerre de sorte à repousser ceux qui tiennent plus de 9% du territoire du Mali. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Très bien. Landry, tout à l'heure, vous sembliez indiquer que cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est bien la face visible de l'iceberg. Bien sûr. Qu'en dessous, il y a des enjeux beaucoup plus importants. Effectivement. Il serait bien que vous reveniez justement sur ces enjeux. Guillaume Bateau, je reviens à vous tout à l'heure. Il ne faut pas prendre la chose avec autant de légèreté. Vous savez, désormais, le Mali devient une terre d'asile pour de nombreuses personnes qui reprochent beaucoup de choses à Abidjan. Et ça, il faut le retenir. La seconde chose, c'est que lorsque vous lisez le chef d'accusation, c'est vrai que le vocable mercenaire n'existe pas, mais cela renvoie au vocable mercenaire. Le Mali, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a saisi, ou a le projet de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU, à l'effet de faire accuser la France de soutenir les bandes terroristes. Lorsque vous poursuivez un groupe de personnes et que vous dites qu'ils se sont constitués en bande armée, et que vous leur reprochez d'avoir apporté sur votre territoire des armes, et que vous leur reprochez de la complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est que s'ils sont complices, c'est qu'en réalité, il y a un auteur principal ou un instigateur. Par voie de conséquence, selon la résolution 65 plutôt des Nations Unies, il est clair, et je ne serais vraiment pas étonné que dans quelques semaines, on voit encore le ministre des Affaires étrangères du Mali dire « Ceux-ci se sont comportés comme des mercenaires, alors que les résolutions de l'ONU interdisent ou recommandent à des États de ne pas encourager, aider, équiper ces genres de personnes-là. Nous accusons donc la Côte d'Ivoire. S'ils ne le font pas, ça n'obéit à aucune logique. La logique est que si vous poursuivez ces gens pour ces chefs d'accusation, vous ne pouvez que dire que le pays dont ils sont originaires ou d'où ils viennent est forcément complice, donc les poursuivre devant les Nations Unies. Pourquoi on le fait? On le fait parce que tout simplement, on a un régime politique qui a une logique, celle de pouvoir s'étaler sur la place du monde, étaler tous les problèmes, les débattre, n'est-ce pas, apparaître
tenter de représenter quelque chose, représenter une idée de l'Afrique. Tant bien même en réalité, nous pensons que ce n'est pas le cas, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une poussée d'une pensée en Afrique, des personnes qui sont séduites par ce discours dans lequel on est une Afrique souverainiste, où les États se prennent en charge, n'est-ce pas? Et ils veulent bien représenter cette Afrique-là, ils veulent bien représenter. Vous ne pouvez pas le lui reprocher. Il y a eu de grandes figures, il se dit, c'est son temps, les circonstances se présentent à lui, il va saisir l'opportunité de le faire. Un grand déballage devant la place, devant le concert des nations, où seront accusés la France, la Côte d'Ivoire et tout un système dit de la France-Afrique et qui va lui permettre, lui, d'avoir, comme disait le professeur Dion, ça plus de lumière. Il en a besoin. C'est à nous de ne pas tomber dans le piège et surtout de comprendre que celui-ci sert désormais de paravent à toute autre personne qui reproche beaucoup de choses à Abidjan et qui, à partir du Mali, qui pourrait constituer une base arrière, tenterait de rappeler à qui de droit que pour que les relations soient stabilisées entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il va falloir qu'au niveau d'Abidjan, les choses changent, surtout au niveau de ceux qui tiennent le pouvoir. Guillaume ? Oui, je crois que je ne me suis pas bien comprendre. Et le développement de mon voisin de gauche sur... Quand on a fait l'école de guerre, qu'on a bien appris ces leçons, on ne fait pas de coup d'État. Voilà. Donc, je n'ai pas dit que M. Goïta n'est pas allé à l'école. Je dis qu'il n'a pas le contenu nécessaire pour diriger un pays comme le Mali. Et le développement du docteur, finalement, me donne raison in fine. Puisqu'il dit l'objectif de M. Goïta, c'est de détourner. Mais un grand stratège ne cherche pas à détourner le regard des gens. Il règle les problèmes des gens pour lesquels il a fait le coup d'État. Ça, c'est je crois que sur ce plateau, moi, j'écoute bien Maître, j'écoute Landry, qui sont dans des développements assez sophistiqués. Mais je dis, nous sommes dans un État failli. L'État malien est un État en faillite. Et je ne crois pas que la justice malienne... C'est assez fort quand même, hein? Mais c'est la triste réalité. C'est la triste réalité, Ali. Terminez avec votre point de vue, allez-y. Dr Sylvain Nguessan dit que même les derniers 200 km² qui étaient jusque-là sanctuarisés sont aujourd'hui attaqués. Mais c'est la triste réalité. Les attaques partout se multiplient partout sur l'ensemble du territoire malien. C'est la triste réalité. Donc je ne crois pas que la justice malienne, sous ce régime militaire populiste, ait les coudées franches pour faire un vrai procès, un vrai procès transparent. Il ne faut pas se méprendre. Tout cela, c'est... Bon, j'ai été sous la GV la FECA, Maître Meïté a dit, à moins qu'il y ait une mascarade. Mais c'est bien clair, Maître Meïté, ce sera une mascarade. Est-ce que vous croyez que les juges, aujourd'hui, à Bamako, peuvent s'émanciper de la junte militaire pour dire le droit? Je ne le crois pas un seul instant. Ça peut être possible si c'est une voie de sortie choisie. Je ne crois pas un seul instant. Non, mais c'est possible. C'est la volonté du prince Goïta qui s'exécute, qui se manifeste aujourd'hui à Bamako. Donc, je ne crois pas un seul instant que nos soldats auraient droit à un procès équitable. Très bien. C'est pour ça que M. Goïta a intérêt à la libérer. Monsieur, ici en Côte d'Ivoire, cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali divise beaucoup l'opinion. On en parle tout à l'heure, ce sera après cette courte pause. C'est ça. Le port d'Abidjan est le poumon de l'économie ivoirienne. Depuis 2012, il est en travaux pour agrandir le canal de Vridi, moderniser le terminal à pêche, construire un terminal roulier, un second terminal à conteneurs, un terminal céréalier et réaliser 40 hectares supplémentaires de terrains industriels. Conforme aux standards internationaux, il est certifié aux normes qualité ISO 9001, environnemental ISO 14001 et de sûreté ISPS. Le port d'Abidjan est le leader de l'Afrique de l'Ouest. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. Le prince du Zigibiti, le précurseur du Laba-Laba, le charmeur de ses dames, Luxon Pado célèbre ses 40 ans de carrière avec ses chansons hors du commun telles que Calbeu et Yogo. Minerve Africa vous offre le double concert de Luxon Pado, samedi 27 août au Sofitel à partir de 19h, entrée VIP 100 000 et grand public 50 000. Et le samedi 3 septembre à partir de 16h au Palais de la Culture, grand public 10 000 et 20 000 francs VIP. Tickets en vente aux endroits habituels. Infoline 07 79 08 09 10. Partenaire NCI. Il y a des jours où vous vous dites aujourd'hui je l'ai bien mérité, commandez sur Glovo. Les jours où ça dure plus longtemps que prévu, et si on commandait sur Glovo?
les jours où tout vous échappe. Ou pas, parce que sur Glovo, vous commandez ce que vous voulez. Glovo, commander, c'est livré. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et la Société ivoirienne de télédiffusion IDT, en collaboration avec l'Institut national de statistique INS, informent la population ivoirienne que les agents sillonneront les ménages pour une étude sur la télévision numérique terrestre, TNT, sur toute l'étendue du territoire national. Nous vous prions de leur réserver un bon accueil. Infoline 1307. Retour sur le plateau de NCI 360 et nous poursuivons avec le premier sujet de cette émission, à savoir la crise ivoiro-malienne. À quand le dénouement? Messieurs, avant la pause, je vous indiquais que la classe politique ivoirienne, la société civile et bien sûr l'opinion semble être divisée sur cette affaire. Landry Couillot, vous voulez réagir? À la limite, on en est gêné. C'est gênant parce que cela fait 42 jours. On a 49 de nos concitoyens, je ne vais même pas dire soldats, ce sont nos concitoyens qui sont, pour une raison ou une autre, tenus et détenus dans un pays étranger. Même frère, c'est un pays étranger. Dans un pays sérieux, normal, la classe politique aurait eu une démarche de solidarité. Peut-être pas vis-à-vis d'un gouvernement dans lequel ils ne se retrouvent pas, mais un acte de solidarité vis-à-vis de leurs concitoyens, vis-à-vis de l'armée de Côte d'Ivoire. Mais non, on n'a pas vu cette union sacrée. Elle n'existe nulle part. On se pose donc la question de savoir, est-ce qu'on se réjouirait ou se contenterait d'une telle situation en vue de pouvoir voir une fois un pouvoir qui, depuis plus de 10 ans, a montré sa solidité, sa capacité à résister à tout affront, de le voir aujourd'hui faibli, plié, trouver, comme on dit à Abidjan, garçon. Ah, Ouattara a trouvé garçon aujourd'hui, on espère qu'il va faiblir. On espère que cette fois-ci, il y aura... Non, c'est gênant. C'est gênant parce qu'on aurait voulu, bien sûr, qu'on ait une classe politique en capacité d'avoir une démarche commune. On a eu la déclaration correcte et républicaine du président Affi N'Guessan, mais Affi N'Guessan ne représente pas toute la classe politique ivoirienne. On a l'impression d'avoir un gouvernement tout seul, qui se bat tout seul et qui ne bénéficie pas de la solidarité de la classe politique avec laquelle il est censé pouvoir conduire la destinée du peuple de Côte d'Ivoire. Quant à la société civile ivoirienne, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut. On a des artistes ça et là, c'est vrai qu'il y a des incompréhensions, mais le désir de ces personnes-là, c'est de pouvoir trouver une solution diplomatique. Et je la trouve beaucoup plus courageuse, beaucoup plus solidaire que la classe politique qui, dans quelques mois, viendra réclamer d'elle un quelconque suffrage prétextant de pouvoir la représenter suffisamment. Maître? Je suis totalement d'accord avec Landry Couillot. C'est flagrant et ça se constate. Surtout même lorsque vous allez sur les réseaux sociaux. En dehors même des hommes politiques les plus importants, les plus influents. Et nous constatons qu'il n'y a pas eu de communiqué concret pour condamner ce qui s'est passé au Mali par rapport à nos 49 soldats et soutenir le gouvernement dans sa démarche de les voir libérés. Comme il a dit tout à l'heure, nous avons vu un communiqué d'Affi N'Guessan qui était très correct. Mais je vous assure que moi, j'ai lu les commentaires en bas. Mais les gens se permettaient de l'insulter, que pendant que les Ivoiriens sont emprisonnés ici, vous vous intéressez à ce qui se passe au Mali. Pourtant, ils oublient que ces soldats-là ne sont pas des soldats de M. Ouattara. Ce sont des soldats de la République de Côte d'Ivoire. Et toutes les autres ethnies, en dehors des Malékés, autres Sénéfaux, Bété, sont représentés. Il y a des femmes même qui sont parmi ces soldats-là. Donc, c'est quand même curieux que, en Côte d'Ivoire, certaines pratiquement se réjouissent de cette situation. Nous avons vu, même au Mali, quand on parle de judiciarisation, moi j'ai vu la première personne même à parler de judiciarisation, et le conseil politique d'un homme politique en Côte d'Ivoire ici, qui s'est rendu récemment au Mali et qui a demandé aux autorités, sur les chaînes publiques, de ne pas libérer les soldats ivoiriens, de les juger, de les condamner et après de prendre une mesure de grâce. Donc, à travers ces personnes-là qui essayent de se réjouir de cette situation, c'est quand même choquant. C'est quand même choquant parce que 49 soldats détenus illégalement, ça aurait mérité la solidarité de tous les Ivoiriens. De tous les Ivoiriens devaient être unis derrière le gouvernement face à ce problème-là qui touche toute la Côte d'Ivoire. Donc,
Je m'arrête là pour le moment. Professeur Dion, justement, quand il y a des crises comme celle-là, la solidarité dans un pays se renforce. Mais évidemment. Évidemment. Écoutez, si on ne peut pas être patriote, il faut au moins faire preuve de bon sens dans certaines situations. Il l'a dit tout à l'heure, on a suivi sur les réseaux sociaux des déclarations parfois surprenantes de la part d'Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens qui ont été arrêtés. Je vais vous servir une image. Dites-nous, on les aime bien vos images. Alors, vous connaissez la perdrix? Absolument. La perdrix fait du bruit un jour sur un arbre, alors qu'il y a un chasseur qui arrive. Et puis, vous avez l'agouti qui est dans le trou, là, en bas de l'arbre, qui dit à la tortue qui est au pied de l'arbre, dit à la perdrix de faire moins de bruit et d'arrêter son bruit parce que c'est pas bon. Et à la tortue de lui dire, mais toi, tu es dans le trou, lui, il est en l'air, c'est deux mondes totalement différents, où est ton problème? Il dit, je te demande de lui dire d'arrêter de faire du bruit. À 3 reprises. À la 3e reprise, le chasseur tire sur la perdrix tombe. Quand le chasseur arrive, il voit que la tortue est en train de faire l'effort de s'enfuir. Il récupère la tortue, il met la tortue dans son sac. Et puis au moment où il veut partir, il a récupéré déjà la perdrix, c'est évident. Au moment où il veut partir, il entend un petit bruit dans le trou, il dit, mais il doit avoir un agouti quelque part là. Et il met le feu, il sort l'agouti. Et quand les 3 se retrouvent dans le sac, l'agouti dit, c'est pour ça que je t'avais dit, de dire à la perdrix d'arrêter de faire du bruit. Tous ceux qui font du bruit sur les réseaux sociaux, qui font comme s'ils n'étaient pas des Ivoiriens, qui parlent du gouvernement de la Côte d'Ivoire comme si c'est le gouvernement seul qui va payer le prix d'un conflit frontal. Ils oublient qu'ils sont en Côte d'Ivoire, qu'ils ont des familles en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a tellement souffert que je crois qu'il faut faire preuve de bon sens si on refuse d'être patriote. Il faut être solidaire. Ambroise? C'est une attitude qui questionne la notion même de patriotisme en Côte d'Ivoire, où c'est connoté selon qu'on est du parti au pouvoir, selon qu'on est de l'opposition. Il y a un vrai problème. On peut le déplorer, il y a un vrai problème. C'est des Ivoiriens qui sont détenus, comme ils l'ont dit. Et à partir de ce moment-là, on doit tous se sentir concernés. Ce n'est pas pourquoi on veut en faire une affaire de gouvernement, mais c'est une affaire ivoirienne, d'abord, avant que le gouvernement, puisque c'est lui qui est là, qui n'intervienne. Donc, c'est déplorable, et comme il l'a dit, c'est pas seulement la classe politique, c'est au niveau des citoyens ordinaires, sur les réseaux sociaux, même sur les plateformes, des plateformes de différentes corporations. Le débat se mène. Et on voit que, et au début, et même ça continue, ils croient plus volontiers les autorités maliennes que les autorités ivoiriennes. Il y a un souci. Il y a un souci. À partir de quoi vous les croyez plus que vos gouvernants? Il y a un souci. Donc, très bien. Ça nous préoccupe tous. Et voilà, Messieurs, parmi les Ivoiriens qui pensent trouver une solution à cette crise ivoiro-malienne, il y a bien sûr une dame de la société civile, Pulchérik Ballet, qui était au Mali dernièrement. Vous avez suivi, à son arrivée à Abidjan, elle avait été entendue par les forces de sécurité. Elle a, dans une sortie sur les réseaux sociaux notamment, elle a indiqué qu'elle pouvait trouver une solution à cette crise si on lui donnait le mandat de gérer ce problème-là. Elle a aussi fustigé l'attitude d'Abidjan, du gouvernement, notamment dans la gestion de ce dossier. Comment vous réagissez? Oui, Maître Meïté. Justement, on parlait de société civile. Manifestement, avec cette dame, je n'ai rien contre elle. Elle fait partie de la société civile, selon elle. Mais on a l'impression qu'elle est dans un combat politique. C'est-à-dire politisé. C'est-à-dire que lorsqu'elle se déplace en pleine crise, elle va au Mali, elle croise des gens, elle revient, elle fait une conférence, elle ne fait que relayer la position. C'est-à-dire que les propos des autorités maliennes, faisant fi de ce que les Ivoiriens ont dit, les autorités ivoiriennes ont dit par rapport à la situation. Donc, elle prétend qu'elle peut trouver une solution. À quel titre elle peut trouver une solution à cette situation? Déjà, à partir du moment où elle prend position dans l'affaire vis-à-vis du Mali, au détriment de son propre pays, mais en quoi elle peut trouver une solution? Donc, elle ne fait que se faire voir et c'est ridicule son attitude. Guillaume Bateau. Oui, avant de parler du cas de Mme Pulchérik Ballet, je voudrais, relativement à la préoccupation que tu avais émise, à savoir que certains Ivoiriens
ne font pas acte de solidarité vis-à-vis de nos soldats, vis-à-vis de nos frères, sœurs et frères qui sont au Mali. C'est un peu dans cette même logique. Vous avez écouté un intervenant pour dire « Oui, mais M. Bato, pourquoi il est assez critique vis-à-vis des autorités maliennes ?» À la limite, les gens veulent que nous nous mettions à genoux pour pleurer, pour implorer le pardon du Seigneur Goïta. Voilà. Mais moi, je dis à ceux-là qu'il ne faut pas compter sur moi. Nous sommes dans un pays, moi, je ne suis pas malien. Je suis ivoirien et j'estime que le Mali n'a pas le droit, quelles que soient les raisons qu'ils peuvent évoquer, les autorités maliennes n'ont pas le droit de traiter nos soldats comme ils le font. Pour en venir à Mme je regrette, Puchek Balé est une sœur que je connais de longue date, mais je regrette son attitude. Déjà, mais le fait même qu'arriver au Mali, elle n'a même pas pris le temps d'aller voir nos soldats. Et de s'être contenté de rencontrer quelques autorités et quelques activistes maliens. C'est vrai qu'elle a été, on dirait qu'elle a été interpellée à son retour, mais après son retour, j'aurais aimé aussi qu'elle fasse une demande de rencontre, ne serait-ce qu'au ministre de la Défense ou à l'état-major ivoirien pour dire, bon, c'est vrai que je suis allé au Mali peut-être sans votre autorisation et que cela a pu créer des frictions, mais je suis revenu, je suis porteuse d'un certain nombre de propositions. Mais non, on a plutôt vu aller faire une conférence de presse et, comme l'a dit Maître Meïté, relayer essentiellement la position du Mali. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème de nos frères qui sont détenus. Il faut que nous mettions derrière notre gouvernement, de tous bords que nous soyons, pour ensemble trouver les solutions. Mme Balé a des propositions, mais elle sait à qui s'adresser. Il faut qu'elle le fasse. Il ne faut pas qu'elle attende qu'elle soit mandatée, mais qui l'a mandatée pour aller au Mali? Elle est allée sans mandat. Donc, elle peut toujours continuer de faire ce travail sans mandat officiel. Quitte à elle de rencontrer les autorités qui, je pense, peuvent lui accorder une oreille attentive, même si je comprends son ressentiment. Elle a été interpellée à son retour. Mais si elle n'a pas été gardée longtemps, c'est peut-être parce que les autorités ont estimé qu'il n'y avait pas grand-chose. En tout état de cause, j'estime que tous ceux qui croient plus les autorités maliennes, comme l'a dit mon frère Ambroise Cité, et qui décrédibilisent leur propre gouvernement, sont vraiment à côté de la plaque et ce ne serait pas une bonne attitude. Professeur Dion ? Oui, juste peut-être une question, mais il y a des juristes sur le plateau. Alors, on a parlé d'interpellation depuis Puchek Balé. Dites-moi, quel gouvernement sérieux laisserait un de ses citoyens qui a lancé quelques jours avant un mot d'ordre de ville morte, qui part au Mali, un pays qui est vraiment dans une situation très tendue avec nous, revenir et puis ne pas l'interroger. Je ne sais pas s'il y a un pays soucieux de sa sécurité qui ne ferait pas cela. Des Ivoiriens, avec les crises qu'on a connues, quand on dit on a interpellé quelqu'un, on pense tout de suite... voilà, c'est pour ça qu'il y a un travail d'éducation à faire. Il n'y a pas un seul pays au monde qui ne ferait pas cela. C'est comme si M. Dion se levait aujourd'hui et allait se balader en Russie ou en Ukraine. Il tourne alors que les deux pays sont en conflit et puis il revient tranquillement en Ukraine ou en Russie. Mais on va lui dire qu'est-ce que tu es allé faire dans un pays que nous considérons comme... D'accord. Monsieur, on vous a bien entendu. Nous avons M. Bamba qui nous appelle de Cocody. Lui, il veut qu'on privilégie évidemment la voie de la diplomatie. M. Bamba, bonsoir. Qui est contre la diplomatie? Ah, il me semble qu'il n'est pas là. Si. Oui, d'accord. Dites-nous, quel est votre point de vue, rapidement? Sur ce thème-là, la crise ivoiro-malienne à quand le dénouement, je dis que cette crise va connaître réellement une fin lorsqu'on aura une implication réelle de la communauté internationale. En commençant par l'ONU pour invoquer le cas de l'Union africaine et terminer par la CEDEAO. Je crois que toutes ces instances-là ont été mises en place pour qu'on n'arrive pas à ce genre de crise-là. Je veux dire que si on ne trouve pas un dénouement heureux, il va sans dire que ces deux pays-là vont arriver à l'affrontement entre griffes militaires, chose qu'on ne se souhaite pas. Mais il faut vraiment que cette crise-là, les instances internationales s'y mettent. Parce que prenons le scénario où si les forces spéciales d'un pays européen étaient prises en otage comme cela, est-ce qu'on allait ainsi continuer? Je ne pense pas. Ou bien parce que nous sommes tous entre nous Africains et qu'il va falloir toujours qu'on se rabaisse aux yeux des autres. Mais il faut vraiment, pour revenir sur la question, il faut vraiment que la communauté internationale, je veux parler de l'ONU, je veux parler surtout de l'Union africaine et de la CEDEAO, qu'elle s'implique.
Parce que quand l'initiative leur est donnée, j'allais dire à M. Goïta, qui trouve un médiateur, et que ce médiateur-là, bon, pour finir, on ne voit rien comme résultat, et la CEDEAO est toujours muette, l'Union africaine pareil, l'ONU aussi pareil. Vraiment, il faudrait que ces instances-là s'impliquent dans cette crise-là et que chaque pays retrouve la paix. Très bien. Merci bien. Merci beaucoup, M. Bamba. Très rapidement, 2 interventions et on passe au sujet suivant. Madame Pilcheri Balé. Oui. Je pense que sa démarche pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Parce qu'on voit déjà sa posture en interne. Un État avec lequel on est en crise, tu y vas pour soi-disant te reposer. Et le timing, c'est choisi comment? Je crois que cette dame-là... Elle dit qu'elle a des propositions pour la résolution du conflit. On va lui adresser une invitation pour la recevoir sur ce plateau. Peut-être qu'elle nous en dira un peu plus. Terminé? Ok, non, je voulais terminer sur ça. On ne sait pas comment ça peut se faire dans sa tête qu'elle va au Mali où on est en crise avec ce pays-là. Tu choisis le moment où on est en crise avec le Mali pour y aller te reposer. Il y a un problème. Il y a un problème. Somme toute, c'est son droit. Elle a le droit aussi. Mais en même temps, ça pose des questions. Très bien. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que le Mali, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. Les liens séculaires, socio-économiques, historiques sont trop grands. Alors, c'est vrai que nous sommes pour la solution diplomatique, mais nous avons déjà essayé quelque chose en Côte d'Ivoire qu'on appelle le dialogue direct. Un intermédiaire, un président qui interviendrait, je ne vois pas l'efficacité. Je crois que nous, en tant que leaders, leaders ouest-africains, nous avons une ligne directrice politique et diplomatique qui fait de la Côte d'Ivoire un pays qui s'est distingué. Le dialogue. C'est une arme qui est forte. Houphouët ne cessera jamais, même depuis sa position, de nous le rappeler. Et tous ceux qui lui succèdent et qui sont en fonction doivent pouvoir s'investir de cette posture-là. Pour moi, il n'y aurait pas autant de difficultés. Personne ne perdrait la face, pas du tout nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du président Ouattara, quant à pouvoir créer les conditions pour que, face à face, on ait ces 2 grands responsables et qu'ils se parlent. Un dialogue direct, un tête-à-tête, pour moi, pourrait bien sûr faciliter les choses de la manière la plus rapide possible. Je répète, personne ne perdrait la face dans cette histoire. Au contraire, la Côte d'Ivoire sortirait grandie, d'autant plus que la position des autorités ivoiriennes jusqu'à présent est de se refuser à toute démarche qui encouragerait une certaine escalade. Donnons-leur une leçon de responsabilité lorsqu'on occupe des fonctions politiques aussi élevées. Très bien. Maître Meïté, on termine avec vous rapidement. Moi, je me permets de lancer un appel aux autorités maliennes. Et semble-t-il que vous êtes suivis jusqu'au Mali. J'aimerais leur dire que la Côte d'Ivoire n'a rien contre le Mali. La Côte d'Ivoire n'a pas intérêt à ce que le Mali soit déstabilisé. Quand on regarde les chefs d'accusation, ce qui veut dire qu'on veut forcément faire un coup d'État, ce qui va approfondir la crise. Si jamais les terroristes s'emparent du Mali, ça aura forcément des conséquences sur notre pays. Il sera au port d'Abidjan. Il sera au port d'Abidjan. Donc, vraiment qu'ils se rassurent, il faudrait qu'ils arrêtent cette paranoïa. Et en tout cas, c'est ça. Le combat contre le terrorisme demande l'implication de tous les pays voisins. Nous sommes allés pour les aider à combattre le terrorisme et à nous protéger nous-mêmes. 4 de nos soldats sont morts là-bas. Donc, il faudrait qu'ils comprennent cela. Le sacrifice constaté par nos soldats est fait pour sécuriser le territoire malien, débarrasser le Mali du terrorisme et puis nous-mêmes nous protéger. Très bien. Monsieur, on change de sujet. C'est désormais chose faite, vous le savez, le MGC, le mouvement des générations capables, tout nouveau parti politique de Côte d'Ivoire avec pour présidente élue, prête pour la bataille présidentielle d'octobre 2025, l'ex-première dame Simone Veil Gbagbo. Pourtant, souvenez-vous, moins d'1 an en arrière, sur ce plateau de NCI 360, en octobre 2021, dont elle était l'un des invités, la présidente du mouvement citoyen arguait qu'il n'en serait pas le cas. Je vous prie de suivre à ce bout et on en parle juste après. C'est un éveil de conscience. Et dans cet éveil de conscience, il nous fallait quelqu'un pour ce qu'on peut au moins calquer. Une référente.
Moi, je ne dirais pas référente, parce que quand vous dites référente, ça prête à confusion, parce que ça veut nous amener... penser à Laurent Gbagbo. Non, je ne penserais pas Laurent Gbagbo, mais je penserais politique. Je penserais plutôt politique. Êtes-vous en train de nous dire que ce mouvement n'est pas visé, n'est pas intéressé par la politique? Non, ce mouvement est citoyen, et nous l'avons dit, nous ne faisons que répéter que nous sommes un mouvement citoyen. Ce n'est pas le futur parti de Simone Gbagbo? Non, ce n'est pas le futur parti en vue d'élections à venir? Non, pourquoi vous voulez forcément que nous soyons... On vous pose juste des questions. Oui, mais le problème, c'est que... Parce que le timing de la naissance du mouvement, je vous l'ai dit, peut prêter justement à oui, mais je vous dis que ce sont les circonstances qui font que justement ça prête à Madame Crédit, le jour où ce mouvement se décidera, je vais dire, de se transformer en parti politique, vous allez démissionner? Le jour où ce mouvement décidera de se transformer en parti politique, vous allez quitter le mouvement? Je pourrais le faire. D'accord. On prend note. Prenez note, je pourrais le faire. Et bien sûr, mesdames et messieurs, le MGC, le Mouvement des Générations Capables, est devenu un parti politique au terme d'une assemblée générale constitutive qui a vu l'élection de Simone Gbagbo à la tête de ce parti à 100%, à l'unanimité donc des voix. Je vous propose de voir cet autre sujet de Mardoché Kwasi. Après 2 jours de travaux, l'Assemblée générale élective du Mouvement des Générations Capables, MGC, a porté à sa tête Simone Gbagbo avec 100% des voix. L'investiture de la nouvelle présidente a eu lieu ce samedi en présence des militants et sympathisants de ce nouveau parti politique. Aujourd'hui, on peut gérer la Côte d'Ivoire, on peut diriger la Côte d'Ivoire avec des valeurs cardinales. Quand je vois que la compétence doit pousser les portes de l'excellence, ça me réjouit. Alors, c'est un sentiment de joie et de fierté parce que nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, tous les hommes politiques ont échoué. Il faut laisser le temps et la liberté aux femmes de s'exprimer sur le circuit politique. Je pense qu'elle incarne des valeurs qui peuvent se transformer, changer et améliorer les conditions de vie des citoyens qui nous sommes. La présidente élue du MGC a promis s'attaquer immédiatement à l'épineuse question du rassemblement de tous les Ivoiriens à travers un plaidoyer pour la libération des prisonniers et le retour des exilés en lien avec la crise post-électorale de 2011. Mon souhait, c'est que tous les partis en Côte d'Ivoire acceptent de travailler pour la transformation des mentalités, pour la transformation de la société, pour la modernisation de la société, pour la sortie de ce peuple-là, de la médiocrité, de l'ignorance, de tous les vices que nous connaissons là. Autrefois mouvement citoyen, ce nouveau parti politique entend œuvrer pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et comme on s'y attendait bien, évidemment, le MGC de Simone Gbagbo est donc devenu un parti politique. C'est le Benjamin des partis de gauche. Messieurs, réaction, comment vous avez trouvé Simone Gbagbo à la tribune, à la faveur de cette Assemblée générale constitutive? Ambroise? Madame Simone Gbagbo, comme on le dit souvent pour les hommes, c'est un animal politique. On ne pouvait pas s'attendre à moins. Simone Gbagbo, Simone Ivé, c'est l'autre Gbagbo aussi. C'est l'autre Gbagbo, le même engagement, la même détermination, la même pugnacité. Mais je pense que là, ça reste les similitudes parce que autant Laurent Gbagbo est connu pour son ouverture, il est un peu bonhomme, et un air débonnaire, autant Simone aussi est connue pour sa rigueur, rigoriste même, je peux dire. Elle incarnait l'aile dure quand le FPI était au pouvoir. Donc, elle trace son chemin désormais. Et chacun son parti. Donc, on sent aujourd'hui que dans le couple, il y avait 2 hommes. Il y avait 2 hommes, mais désormais, chacun son parti. Et chacun va tracer sa voie. On va voir à l'élection, aux élections prochaines, comment ça va se passer. Parce que là, le parti qu'elle crée là, je pense que c'est pour tailler des croupières au PPACI. C'est clair qu'elle va recruter pour l'essentiel au PPACI. Et là, elle tient un peu sa vengeance. Comme on dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. On a tous vécu en direct ce qui s'est passé le 17 juin, quand son encore époux, je peux le dire, son encore époux est arrivé de Belgique, de Bruxelles, et elle a été carrément humiliée. Et puis après, les péripéties qui ont suivi, c'est allé crescendo. Et elle attendait son heure. Et je crois que, comme l'a dit Wole Soyinka, le tigre ne proclame pas sa trictude. Et Simone, elle a bondi.
Voilà. Donc là, elle bondit avec le MGC, elle tient son parti. On va voir ce que ça va donner sur le terrain. Elle attendait son heure. C'est son heure, monsieur Maître Meïté? Bon, je réponds un peu à Sylvain. Quand il parle d'émergence. Ambroise, excusez-moi. Ouais. Bon, il parle d'émergence. Est-ce qu'on doit créer un parti pour se venger? Bon, je pense que le parti qui a été créé ne doit pas être créé forcément contre le PPACI. Il faudrait qu'il y ait un projet. Nous avons dit ça la fois dernière ici. Il faudrait que tout le monde propose quelque chose, un projet de société pour les Ivoiriens. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Elle a décidé de s'émanciper. Elle a décidé de prendre ses responsabilités, créer son parti politique. Nous avons écouté son discours. Bon, elle a mis l'accent sur les valeurs. Mais on a été un peu quand même, personnellement, un peu déçus sur un côté. Parce que lorsqu'elle s'est prononcée sur la grâce présidentielle, elle a affirmé qu'elle ne demandera pas. Elle ne demandera pas merci au président. Elle ne dira pas merci. Elle ne dira pas merci au président de la République. Parce qu'elle estime qu'il fallait l'amnistie pour Laurent Gbagbo. Non, mais bon, elle a pu bénéficier de l'amnistie. Je me rappelle, en ce temps-là, ça avait fait l'objet d'une levée de bouclier, Les juristes, des avocats, des organisations de droits de l'homme ont dit que c'était illégal. Donc, pour une fois, le président de la République a pris les mesures que la Constitution lui accorde, la grâce présidentielle. Je pense qu'on a eu ce débat la fois dernière. Il faudrait féliciter le président par rapport à ça. Maintenant, dans son discours, nulle part, sauf à me méprendre, elle n'a pas parlé des victimes. Donc, je souhaite que ce parti, réellement, pour que la démocratie prospère en Côte d'Ivoire, propose quelque chose aux Ivoiriens, une vision aux Ivoiriens. Bientôt, ce sont des élections municipales. On verra ce que ce parti va donner comme résultat. Après, est-ce que Mme Simone Gbagbo, en dehors même de la figure tutélaire de Laurent Gbagbo, a réellement une assise politique? Nous savons tous que c'est une femme politique cheville au corps. Elle a fait, tout en fait de la politique. On verra sur le terrain ce que ce parti va donner. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Exactement, ça dénote de la vitalité démocratique de la Côte d'Ivoire. Docteur Sylvain Nguessan, analyse de la naissance de ce parti. Sous votre contrôle, l'article 74 de notre Constitution permet au président quand même de prendre l'initiative de certaines lois. Oui. Et donc, à ce titre, le président de la République aurait pu initier un projet de loi à l'Assemblée nationale en vue de l'amnistie du prisonnier Laurent Gbagbo. Je peux répondre, s'il vous plaît. Oui, allez-y, rapidement. On appelle ça les ordonnances. Okay. Pour que le président de la République puisse prendre ces mesures-là, il faudrait qu'il y ait une loi d'habilitation. Il faudrait que préalablement soit prévue cette mesure-là. En 2019, il y avait une loi d'habilitation au niveau de l'économie, sur le plan économique. Est-ce que cette loi d'habilitation prévoyait qu'une amnistie soit prise par rapport à ceux qui avaient été condamnés? C'est ce qui a fait l'objet des débats. Voilà. Donc, à partir du moment où le président de la République il n'y a pas une loi d'habilitation par rapport à ça, le président de la République ne peut pas prendre une loi d'amnistie. Mais le Parlement est là pour ça. Je pense que le PPACI et autres, ils ont des députés là-bas. Pourquoi ne pas déposer une proposition de loi? D'accord. C'est possible. Il y a le député Miyabi qui a fait ça une fois. Été faite. On laisse Dr Sylvain Nguessan poursuivre. Allez-y. Ceci dit, j'ai lu l'intervention de Dame Simone Yves. Bon, c'est vrai, ça a une tribune pour un parti politique, les projets, tout ça, ça demande quand même du temps pour pouvoir étaler, vous voyez, tous les secteurs où on peut intervenir, une trentaine au moins. Donc, on attend les jours à venir pour voir réellement ce qu'il propose, ce que son parti propose. Sinon, dans son discours, on a vu un peu leur ambition, leur vision, etc., etc. Ça peut ne pas forcément faire rêver, mais au moins, ils ont donné un certain contenu. Ceci dit, c'est dommage que cette dame s'engage à ce niveau-là, à cet âge. Est-ce que s'il n'y avait pas eu ces difficultés au niveau de leur foyer, elle se serait engagée à ce niveau? Est-ce qu'elle aurait pu susciter... Parce que j'ai lu son discours, quand même, il y a un basculement. C'est Mme Yves maintenant qui parle de... Social-démocratie. De social-démocratie, de réconciliation. On sent son discours là, une gouvernance axée sur les valeurs, alors que bon, quand ils étaient au pouvoir, quand même, on leur a reproché beaucoup de choses. Hein. Moi, j'étais de ceux-là qui ont dit, bon, il serait quand même temps d'ouvrir un magasin au bureau pour dire voici où on vend les places de l'ENA. Comme ça, c'est officiel, celui qui a son argent va payer. L'entendre aujourd'hui, 10 ans plus tard, parler de valeurs, de gouvernance axée sur les valeurs, je crois que c'est basculement. C'est pas j'ose espérer que cela n'est pas lié à son statut d'opposant. Si demain, son parti arrivait
à conquérir le pouvoir d'État, ce qui est le rêve de tout parti politique, que vraiment ils s'arrangeraient pour diriger la Côte d'Ivoire avec des valeurs. Ceci dit, le MGC conquérir toute la Côte d'Ivoire, les 109 départements, j'ai quelques doutes. Je vois un MGC mettre l'accent sur l'axe Bassam-Boisseau, peut-être Annie Bleu-Cro-Bondoukou. L'axe naturel. Diglo... C'est l'axe naturel. Attention. Diglo, Diokwe, Bangolo. Voilà, et puis peut-être le reste viendra avec des alliances. C'est intéressant que ça engage, mais dommage que ce soit à cet âge-là. Guillaume? Oui, bon, deux choses. D'abord, la naissance du MGC, comme je l'ai écrit dans l'éditorial que nous publions demain, consacre la victoire politique définitive du président Afi sur les Gors. Comment vous ramenez cette naissance à Pascal Affingué sans Guillaume Bateau? Parce que ceux qui sont aujourd'hui avec Mme Gbagbo sont en majorité ceux qui avaient déclenché la crise, la dissidence au FPI. Et ceux-là qui avaient espéré diriger le FPI en déclenchant cette crise. On a vu que les chemins faisant, ils sont divisés en deux grands blocs. Le premier, aller au PPACI. Ils avaient tenté de garder Simone. Mais on a bien vu que finalement, les intérêts ont divergé. Et ce bloc qui s'était constitué donc en juillet 2014 pour tenter de ravir la direction du FPI au président Afi, s'est disloqué. Donc, et je l'ai dit, consacre la victoire politique. Deuxièmement, je l'ai dit aussi dans l'éditorial, elle consacre aussi une double défaite du président Gbagbo. Une défaite personnelle. Parce que dans sa volonté donc, de vider, comme il a dit, l'enveloppe du FPI, il avait pensé qu'il allait avoir tout le monde avec lui et que le FPI resterait vide. Aujourd'hui, non seulement il n'a pas réussi à prendre tous les cadres qui étaient avec le président Afi, mais en plus, on a vu, moi j'étais à la semaine d'ouverture, à la semaine de clôture de l'AG du MGC, je peux vous dire que c'est quasiment 40% de l'ancienne direction de la dissidence du FPI qui est avec Simone. Donc ça, c'est indéniable. Elle a... bon, alors Sylvain veut la ramener à Beaunois jusqu'à Bassam, mais je pense que, vu ce que j'ai vu hier, ils viennent de peu partout. Ceci dit, là où je suis d'accord avec Sylvain, quand même, Simone crée un parti quand même à 73 ans. À 73 ans, après tout ce qu'elle a vécu, après tout le combat politique qui a été le sien depuis la fin des années 70, je doute qu'elle ait la force nécessaire pour vraiment implanter ce parti sur l'ensemble du territoire national. Seul, néanmoins, on peut saluer le fait que, effectivement, on l'a vu, notamment à travers le coup magistral du professeur Traoré Dominique, qui est le premier vice-président. Qui était invité sur ce plateau, qui, à la dernière minute, a décliné l'invitation. Donc, qui a été choisi comme le président du comité scientifique de l'Assemblée générale et qui a été désigné comme premier vice-président du parti porte-parole. Il a fait un exposé qui place le MGC à gauche, comme on l'a dit, donc qui embrasse la social-démocratie. Il ne pourrait pas en être autrement. C'est l'idéologie, je veux dire, c'est la ligne politique que Simone a toujours défendue. Seulement sur cette ligne-là, il y a quelques nuances assez importantes. Alors, la trop grande présence de Dieu dans le discours, pour un parti de gauche, ça peut poser quelques questions. Et puis, le positionnement du MGC, justement, vis-à-vis de la communauté internationale, pour un parti de gauche aussi, ça peut poser question. Parce qu'on se rend compte que, en tout cas, les leaders du MGC n'ont pas encore dépassé la crise de 2010-2011. Donc tout cela, on va l'observer de près. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Hein. C'est toujours bon que l'expression plurielle se fasse. En tout cas, pour la démocratie ivoirienne, pour ceux qui ont voulu, qui ont pensé qu'ils pouvaient à seuls faire le destin, la pluie et le beau temps, ils se rendent compte qu'il y a d'autres qui ont encore du coffre. On espère qu'ils vont apporter quelque chose de positif au débat démocratique en Côte d'Ivoire. Landry ? Déjà, je voudrais appeler l'attention de chers frères, dire que vous risquez d'attirer la foudre des féministes. Hein. Dire une femme à 73 ans faire de la politique ou créer un parti politique, est-ce qu'on aurait dit autant de Laurent Gbagbo à 78 ans qui crée le PPACI Non, mais je crois que... Comme laissez-le terminer, s'il vous plaît. On pourrait dire une personne à cet âge-là, oui, mais il ne faut pas opposer sa qualité de femme. Non, je parle de femme. Non. Sylvain l'a dit. C'est ça. S'il vous plaît, Guillaume Bateau, laissez-le terminer. Landry, terminez. En fait, je dis tout simplement que si elle se sent
avoir la santé intellectuelle, l'ambition qu'elle a toujours portée depuis son jeune âge, alors elle peut continuer. Elle peut continuer à faire de la politique au plus haut sommet. Elle se donne les moyens. Elle dit avoir, dans le discours, avoir créé un outil. Un outil, ça veut dire un objet qui sert à faire quelque chose de spécifique. Alors quoi? Qu'est-ce qu'elle fera avec ce parti politique? Elle le dit en substance dans son discours en disant qu'elle se présente désormais sous la forme d'un parti social-démocrate, n'est-ce pas? Et qui va mettre l'accent sur la justice sociale, le progrès économique et puis surtout la protection de l'environnement. Ce que je regrette, c'est sa stratégie aussi, mais ce que je regrette, c'est que je n'ai pas vu un parti qui incarne la combativité. Nous sommes à des échéances électorales prochaines. Rien dans le discours ne renseigne sur la capacité de ce parti à se ranger en ordre de combat et avoir la capacité de pouvoir gagner quelques localités. Or, c'est décisif. Mais il va falloir comprendre une chose. Elle a conscience qu'elle reprend tout de zéro, même si elle a 40% de l'ancienne dissidence. Les choses ont changé entre-temps et que cet émiettement de la gauche ivoirienne qui nous renseigne sur le fait qu'en réalité, il n'y a pas eu d'héritage réellement construit, peut donner naissance à des coalitions ou à une coalition autour du FPI d'Afin N'Guessan et qui va lui permettre, bien sûr, de pouvoir rebondir. Il faut lui espérer ça. Sans cette coalition de ces partis de gauche qui vont vers la social-démocratie, il y aura une perte de cette gauche qui est nécessaire à la démocratie en Côte d'Ivoire et nécessaire aussi en termes de proposition, en termes de gouvernance. Ils ont besoin de pouvoir créer ça, sinon pour moi, ça sera apparemment un péril. Vous parlez d'alliance avec le FPI d'Afin N'Guessan, elle peut faire aussi une alliance avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Je ne crois pas politiquement, il ne faut pas exclure ce schéma-là. Messieurs, professeur Dion, on termine avec vous rapidement avant de passer au carton de la semaine. Allez-y. Alors, derrière ce sourire-là, de Simone Ivé Gbagbo, je vois une femme qui a mal. Je peux me tromper. Je vois une femme qui a mal. Et c'était toute ma crainte depuis le fameux 17 juin. Là. Je me suis dit, est-ce que cette dame sera capable de vaincre ce que les Grecs appellent le thumos, l'émotion, la passion, ce qu'elle est en train de vivre, cette frustration, pour ne pas tomber dans un mot que j'ai entendu tout à l'heure, la vengeance. Aujourd'hui, elle crée son parti. La question que je me suis posée, mais que je ne me pose plus parce qu'elle a fait son choix, c'était la question du discernement. Est-ce qu'elle a bien discerné? Simone Gbagbo n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Ce que cette dame a vécu, on ne peut pas souhaiter ça à une dame qui fait la politique dans ce pays. Elle est, pour moi, une sorte de conscience politique de la Côte d'Ivoire. Elle peut parler aux jeunes filles qui veulent faire la politique. Elle peut parler aux femmes qui ont des hommes politiques à côté et qui ont des ambitions présidentielles. Elle peut parler à des gens qui dirigent un pays parce qu'elle a traversé tout ça et elle a vécu les douleurs de tout ça. Replonger dans l'arène de cette façon, je ne sais pas si c'est le meilleur choix. Mais comme elle l'a fait, on ne peut que lui souhaiter bonne chance, mais je pense que la présence de Dieu, la trop grande présence de Dieu, comme a dit Bateau tout à l'heure, c'est justement parce qu'elle sait quelle peut être la conscience de la politique dans ce pays. Deuxième chose sur quoi je termine. Vous, les journalistes, vous aimez deux expressions. Scène politique, échiquier politique. Les acteurs de la scène politique. Quand on parle de scène, on parle de théâtre. Donc, c'est des acteurs politiques. Et à un acteur, on demande de jouer un rôle. Quel rôle veut-elle jouer? L'échiquier politique, mais on est dans un jeu d'échecs. On est dans un champ de menée stratégique, puisqu'on parle d'échiquier. Dans la stratégie, ou bien on fait la stratégie, ou bien on est un élément d'une stratégie. Je pense avec vous, simplement. Quand Simone Gbagbo, qui est l'épouse de Laurent Gbagbo, obtient l'amnistie, quand Laurent Gbagbo, époux de Simone Gbagbo, obtient la grâce présidentielle, ce qui ne lui permet pas pour le moment d'être candidat à une élection présidentielle, est-ce qu'on n'est pas dans un jeu de stratégie qui fait qu'on pense que Simone, avec ce parti, pourra être candidate à une élection présidentielle, siphonner ce qu'elle peut siphonner de la galaxie Gbagbo de l'époque et jouer le jeu d'un
d'un stratège que j'ai envie de nommer Alassane Ouattara. Je m'arrête là. Ah, d'accord. On a bien noté votre analyse. On a parlé tout à l'heure de l'hypothèse d'un rapprochement avec soit le FPI, le PPACI, mais aussi le COJEP de Charles Blé Goudé. Non, c'est pour ça que je parlais de coalition. Moi, je parlais de coalition. Ouais, de coalition, évidemment. Je suis obligé de vous arrêter, Landry Couillot. Guillaume Bateau, pas vous là maintenant. On a en ligne Maître Abdoulaye Ben Meïté. Bonsoir. Bonsoir, Ali. Comment vous allez? Nous allons bien, merci. Quel est votre point de vue, rapidement? Ah non, je voulais d'abord féliciter les intervenants sur le plateau. Merci. Pour la qualité du débat et aussi effectivement dire par rapport au délit des partis politiques, le parti politique Gbagbo, je me suis posé la question et je voudrais poser la même question aux intervenants. Quant à savoir si la création de ce parti politique n'est pas une manifestation de cette crise politico-judiciaire opposant le couple Laurent Gbagbo. Voilà une question effectivement que je peux poser. Et c'est une question qui me préoccupe. Je voudrais effectivement qu'on m'aide à la trouver pourquoi pas une réponse. D'accord. Ce sera une question, malheureusement, qui ne pourra pas trouver une longue réponse parce que nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Bateau, rapidement. Oui, sans vouloir prétendre répondre à Maître, il est clair que la dégradation des relations personnelles entre le président Laurent Gbagbo et son épouse ont conduit un des vice-présidents, l'ancien ministre Kofi Lazare, a justement dit dans un de nos confrères, que le MGC est né de la désillusion du 17 juin 2021. Donc, il est clair que la dégradation de leurs relations personnelles a dépeint. Mais après aussi, on voit bien qu'il y a une démarcation politique réelle. Parce que le PPAC aujourd'hui, dont on ne connaît pas clairement l'identité, n'est pas sur la même longueur d'onde comme le MGC qui a clairement affirmé être un parti de la social-démocratie. D'accord. Il y a beaucoup de débats qu'on pourrait faire après. Absolument. De toute façon, si Mme Evé était toujours Mme Gbagbo au sens plein du thème, elle n'aurait pas créé de formation politique. C'est clair. Donc le parti naît au nom de la division qu'il y a dans leur intimité. Très bien. Ambroise? J'épouse le même avis. Et le MGC est une conséquence de leur divorce, parce que, comme je l'ai noté, elle a mal, comme il a dit, elle a mal. Donc elle attendait son heure, et le MGC est l'instrument idéal pour elle pour appliquer sa vengeance. Voilà. Monsieur, prenez vos cartons, s'il vous plaît. Après ceci, ce sera les cartons de la semaine. Carton la même. Inculpation des soldats ivoiriens au Mali, la naissance du mouvement de génération capable. Si évidemment il y a d'autres sujets politiques ou d'autres ordres qui ont attiré votre attention, c'est l'occasion d'attribuer les cartons de la semaine. On commence avec Ambroise Tietier. Carton vert pour le gouvernement dans la gestion de la crise malienne, qui s'est montré vraiment, qui a fait preuve de responsabilité, de sagesse mêlée. Et je crois qu'il faut parce qu'un autre gouvernement aurait suivi la meute. Voilà, donc je crois que c'est une bonne chose. Il faut encourager le gouvernement dans cette voie-là pour qu'on ait un dénouement heureux. Très bien. Guillaume? Carton vert au président du Front populaire ivoirien, qui fait en ce moment une très belle tournée dans la région du Go, après le Lot-d'Ivoire, et qui parle directement aux populations. Carton rouge à la préfecture d'Abidjan, qui gère avec pas grand sérieux le dossier de la chefferie d'Akoupé Zedji. Et je veux interpeller le ministre de l'Intérieur pour qu'il regarde de très près ce dossier qui, s'il n'est pas bien géré, pourrait créer des tensions inutiles dans ce village paisible. Docteur Sylvain? Carton vert, Dame Simone Evé au FGC. Je suis sympathisant, mais je ne pense pas pouvoir devenir lecteur. Voilà, je partage toute la peine qu'elle vit. Je suis sympathisant, c'est déjà pas mal. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Je suis de près tout ce qu'elle fait. Pourquoi cette précision? Électeur du MGC. Pourquoi cette précision? Ensuite, carton vert à l'armée ivoirienne, spécialement force spéciale, qui malgré tout ce qu'elles vivent depuis plus d'un mois, sont restés dans la discipline, obéissant aux ordres de la hiérarchie. Carton vert force spéciale. Très bien. Landry? Déjà, j'emboîte le pas à Dr Sylvain Guessant concernant son dernier propos relatif à l'armée ivoirienne, mais surtout
au niveau même au niveau des autorités politiques, donc au ministère d'État, ministère de la Défense. Le travail est fait constamment, il y a un dialogue constant entre les autorités politiques et les différents, la hiérarchie militaire, et surtout même avec les soldats. Il y a ce besoin d'aller vers eux, de pouvoir leur donner des messages rassurants, et cela a pour effet de maintenir la cohésion, le calme, la sérénité au niveau des casernes. Quand nous savons la situation difficile que ceux-ci vivent et qu'il y a des discours rampants qui ont pour effet de pouvoir susciter ou exacerber les humeurs, ils font bien de pouvoir agir ainsi. Cela permet donc au peuple de Côte d'Ivoire de dormir tranquille. Carton vert pour les prochaines élections municipales à Cocody. Pourquoi je le dis? Parce qu'enfin, on aura donc un RHDP en capacité de proposer un candidat qui a l'étoffe. Parce que longtemps, on se plaignait, on se disait c'est le parti au pouvoir, il apportait des candidats qui ne faisaient pas le jeu. Et cette fois-ci, on a son excellence cher Éric Tabat plutôt, qui est en liste. On le voit bien se positionner. Je me dis, on aura une très belle bataille électorale, comme nous a toujours réservé la commune de Cocody. Très bien. Professeur? Alors, on nous dit chez nous à l'Ouest qu'il y a ceux qui vous mettent au monde et il y a ceux qui vous montrent au monde. Je crois que parmi ceux qui nous montrent au monde, je peux citer NCI parce que je ne fais que des selfies partout où je passe. Tout le monde m'appelle professeur Dion NCI. C'est Guillaume Bateau qui est en passe de me voler la vedette. Mais voilà. Alors vraiment, carton vert à NCI 360, Ali Jarasuba, Ebli Deba et toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci, professeur. Maître? Bon, mon carton vert est destiné également à NCI qui me fait l'honneur de m'inviter pour la 3e fois. Maintenant, je fais un retour pour la semaine dernière, décerner un carton vert au président de la République qui a pris une mesure salutaire, la mesure de grâce en faveur de Laurent Gbagbo. Parce que je vous rappelle qu'un ancien Premier ministre disait que M. Gbagbo est un prisonnier en sursis et que c'était un prisonnier ambulant. Aujourd'hui, l'épée de Damoclès, je me répète, est levée. Il ne doit plus faire face à la prison. Donc c'est heureux que cette décision soit prise. Voilà. Le carton rouge maintenant, s'il vous plaît. Le carton rouge est décerné aux autorités maliennes qui font perdurer inutilement cette crise-là qui est entretenue artificiellement. Donc, très bien. Moi, je donnerai un carton vert à vous, messieurs. Merci d'être venus faire le débat. Je vois dans les réactions sur les réseaux sociaux, cette émission est retransmise en direct, vous le savez. Il y a beaucoup de réactions, c'est toujours le même visage qu'on voit, mais quand on les invite, ils ne viennent pas sur ce plateau. Vous êtes invités, contactez-nous à NCI, à l'adresse info@nci.ci si vous souhaitez participer à cette émission NCI 360. Carton vert à toutes les initiatives qui vont éviter l'escalade et dans le verbe et dans toutes les prises de position pour la résolution du conflit avec le Mali. On l'a rappelé, la Côte d'Ivoire et le Mali sont deux pays frères. Les deux peuples s'apprécient mutuellement. On espère que cette situation va très vite trouver une solution. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Un carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale.